Bonjour à tous, ravi de vous retrouver les amis, l'Afterlap épisode 92, en audio et en vidéo cette semaine. On a pris cette bonne habitude, on va la garder grâce à la magie de Skype pour tout vous avouer. Et vous voyez tout de suite que nous accueillons Jean-Philippe Doré avec nous, grand spécialiste d'endurance et grand ami et grand consultant de l'Afterlap. Bonjour Jean-Philippe. Salut à toi mon cher LFB, salut à toutes et à tous. Eh ben écoute Jean-Philippe, on a certainement un petit peu le cœur qui bat de manière spéciale cette semaine parce que tu nous vois venir. On avait voulu te parler, consacrer ce numéro aux 24 heures du Mans Stories, à nos 24 heures du Mans Stories, oui, puisqu'on a commencé une série. Pourquoi ? Parce qu'on est mi-juin et que normalement aurait dû avoir lieu les 24 heures du Mans 2021. Forcément, tu y penses tout comme nous. Absolument, mais on aurait dû en revenir précisément puisque c'était prévu le week-end dernier. Donc c'est vrai qu'effectivement le pesage en ville, la parade des pilotes, tout ça, ça nous manque un petit peu. Ça nous a manqué encore plus l'année dernière puisque la course était à huis clos. Mais d'après les dernières annonces de la CO, on espère une belle jauge de public. 50 000 donc rapportés sur 10 jours, ça va faire à peu près 5 000 personnes par jour. Donc rendez-vous dans quelques jours pour l'ouverture de la billetterie et je pense que ça va aller assez vite quand même. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'était une bonne nouvelle de savoir qu'il y avait 50 000 au global. Ça fait tout de suite effectivement un peu plus important. Ça compense un petit peu, on va dire. Bon. Alors, on a décidé aujourd'hui, Jean-Philippe, de proposer une nouvelle thématique à nos auditeurs. On avait parlé des pilotes qui étaient nés pendant la Seconde Guerre mondiale, tu te souviens, par exemple. Donc à chaque fois, on essaie de trouver un petit quelque chose. Et là, on a pensé aux États-Unis. Les pilotes vainqueurs américains. Et il y en a combien alors ? Alors, 11 ou 12 suivant que l'on tient compte d'un Américain presque naturalisé ou pas. Mais il faut dire que ce futur Américain naturalisé, il va être un petit peu en fil rouge de cet Afterlap aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs pilotes américains vainqueurs des 24 heures du Mans qui doivent leur arriver aux 24 heures du Mans grâce à ce personnage-là, grâce à Luigi Chinetti. Voilà, donc il s'agit bien de lui. Et d'ailleurs, on va commencer par lui, Jean-Philippe, parce qu'on a décidé, bon, c'est pas illogique, de remonter chronologiquement cette liste. Donc des 12, allez, disons 12, vous voyez, des 12. 11 et demi, allez. Voilà, de ces 12 noms dans le panthéon du Mans, mais qui sont donc américains. Alors, effectivement, on commence par Luigi Chinetti. Alors, pourquoi est-ce un cas particulier ? C'est parce que c'est bien quelqu'un qui était italien et qui est devenu américain, c'est ça, Absolument, oui, puisqu'en fait, Luigi Chinetti a gagné ses 2 premières 24 heures du Mans en tant que pilote, en tant que citoyen italien. C'était sur Alfa Romeo en 1932 et 1934. Il est parti aux États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale. En 1949, donc c'est la reprise des 24 heures du Mans, Luigi Chinetti est là. Il remporte sa 3e victoire en tant que pilote, qui est aussi la première de Ferrari pour sa première participation. Et à cette époque, la procédure de naturalisation américaine de Luigi Chinetti est en cours, puisqu'il obtiendra finalement la nationalité américaine 9 mois plus tard, en mars 1950. Alors ça, ce sont des informations très précieuses que tu as obtenues, Jean-Philippe, et vraiment merci pour ton expertise aujourd'hui. Et la source justement de ces informations, c'est le propre fils de Luigi Chinetti qui te les a confiées. Absolument, oui, puisque dans le cadre de la préparation de cette Le Mans Story, j'ai contacté Luigi Chinetti Junior, dit Coco, qui était venu au Mans en 2019 pour la célébration du 70e anniversaire de la première victoire de Ferrari. Et je l'ai contacté justement pour qu'il me confirme définitivement la naturalisation officielle de Luigi Chinetti, donc Luigi Chinetti père, donc en mars 1950. Donc merci d'abord à Coco Chinetti pour cette précieuse information. Alors, on va partir du principe que peut-être il était encore plus italien qu'américain lors de sa dernière victoire en tant que pilote, mais à partir du moment où il va devenir citoyen américain par la suite, il est forcément considéré comme américain. Donc voilà pourquoi nous l'incluons bien volontiers dans cette liste et nous commençons même par lui.
D'autant plus, Jean-Philippe, que l'histoire s'arrête pas là, puisqu'après il devient patron d'équipe et il gagne encore en tant que patron américain. Absolument, puisque ça, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a un pilote américain dans l'histoire, puisque donc Ferrari, rappelons-le, remporte 9 fois les 24 heures du Mans de 1949 à 1965, et donc la première victoire, 1949, Luigi Chinetti en tant que pilote, et en 1965, pour la 9e et dernière victoire en date de Ferrari au classement général, c'est Luigi Chinetti, patron d'écurie avec sa fameuse écurie NART, North American Racing Team, qui est donc représentante officielle aussi de Ferrari aux États-Unis, puisque Luigi Chinetti a également été un petit peu contre l'avis d'Enzo Ferrari au départ, le premier importateur exclusif de Ferrari aux États-Unis. Voilà, donc écoute, un destin assez étonnant et assez fourni, riche. Mais c'est vrai que là, cette histoire de à la fois pilote dans un premier temps, puis team manager, on va dire, dans un deuxième temps, c'est vrai que c'est incroyable. Hein, ça, Ferrari, il peut pas se plaindre d'avoir eu Luigi Chinetti quand même dans son giron. Hein. En fait, Ferrari doit énormément à Luigi Chinetti, qui a un petit peu forcé la main sur pas mal de choses. Premièrement, pour cette participation des 24 heures du Mans 1949, puisque Enzo Ferrari, on peut le dire aujourd'hui, ne sentait pas trop les 24 heures du Mans, mais bon, Luigi Chinetti a un petit peu rusé l'affaire en faisant engager sa voiture sous le nom de son coéquipier, un aristocrate britannique qui s'appelait Peter Mitchell Thompson, deuxième baron de Selsdon et membre de la très prestigieuse Chambre des Lords britannique, d'une part, et d'autre part, Luigi Chinetti a également réussi à convaincre Enzo Ferrari d'importer ses voitures aux États-Unis sur la base d'une stratégie commerciale assez inédite, c'est-à-dire des voitures personnalisées, qu'il s'agisse de couleurs, de selleries, de tableaux de bord, de coupés ou de cabriolets, etc. Et aujourd'hui, ces Ferrari des années 1950 et surtout des années 1960, on se les arrache à des prix démentiels dans les ventes aux enchères de voitures de collection aujourd'hui. Bon, écoute, je te propose d'enchaîner parce qu'on t'écouterait pendant des heures, mais bon, allez, on a décidé qu'il fallait bien que les 12 pilotes aient une part à peu près égale. Donc après Luigi Chinetti qui démarre de manière assez flamboyante ce classement, on en arrive là à un vrai américain, voilà, hein, si j'ose dire, un américain de naissance, et c'est pas n'importe qui. Hein. Alors, effectivement, le premier pilote américain de naissance, cette fois vainqueur aux 24 heures du Mans, et c'est aussi une découverte de Luigi Chinetti qu'il a confié aux bons soins d'Enzo Ferrari pour les courses sport et d'endurance au mi-temps des années 50. Phil Hill, donc. Phil Hill. Voilà, donc premier américain de naissance vainqueur aux 24 heures du Mans. Donc trois victoires, 1958, 1961, 1962. 3 victoires avec le même coéquipier, d'ailleurs, rappelons-le, le Belge Olivier Jean-Debien, qui a constitué d'ailleurs avec Phil Hill, on va dire, l'un des premiers grands équipages historiques de l'histoire des 24 heures du Mans. Et ce que l'on peut noter aussi, il y a une particularité assez curieuse dans le palmarès de Phil Hill aux 24 heures du Mans, c'est qu'on a 14 participations, 3 arrivées, mais les 3 arrivées, ce sont les 3 victoires en fait. Ah oui, il est que 3 fois à l'arrivée, mais quand il est à l'arrivée, il est sur la plus haute marge du podium, c'est ça? Il est 3 fois vainqueur, absolument. Ah oui, extraordinaire. Et alors, il a une caractéristique donc qui est unique dans l'histoire des 24 heures du Mans. Je te laisse nous la délivrer. Alors en fait, c'est aussi en 1961 le seul pilote à avoir été dans la même année champion du monde en Formule 1, avec Ferrari également, et vainqueur des 24 heures du Mans. Et aussi une autre singularité dans le parcours de Phil Hill, pour un pilote américain qui est assez curieux, c'est qu'il n'a jamais couru sur circuit ovale à domicile. Oui, c'est vrai. À l'époque, on pouvait se dire, comme Mario Andretti, allez, je fais un peu tout. Et puis, non, Phil Hill, il est resté un peu européen, on va dire, dans l'esprit. Absolument, c'est ce qui a donné sans doute à Luigi Chinetti l'idée de l'envoyer en Europe pour courir au sein de la Scuderia Ferrari, même si Enzo Ferrari, qui avait parfois la dent dure à propos de ses pilotes, le considérait comme un excellent pilote de sport et peut-être le sous-estimait un petit peu pour la monoplace. C'est pour ça que Enzo Ferrari a mis plusieurs années à titulariser Phil Hill en Formule 1, mais finalement, il n'aura pas eu à le regretter, puisque Phil Hill est devenu champion du monde en 1961. Voilà, alors il était né à Miami, il est mort en Californie, il a traversé les États-Unis si je puis dire.
Et alors, tu me disais que c'était aussi un amateur de musique, il fréquentait la Scala de Milan, hein, Absolument. À l'époque où il s'est installé en Italie en tant que pilote donc d'usine Ferrari, grand amateur d'opéra, fréquentait régulièrement la Scala de Milan et emmenait avec lui sur les circuits une installation, une espèce d'ancêtre de la chaîne stéréo portable pour écouter de l'opéra et du jazz dans sa chambre d'hôtel pendant qu'il était en week-end de course. Oui, effectivement, ça dénote un petit peu dans le milieu. Bon. C'est vrai que c'était un caractère assez atypique pour l'époque, et notamment au sein des pilotes Ferrari, puisque on savait qu'Enzo Ferrari aimait les pilotes qui risquaient tout, et même au-delà au volant de ses voitures. Et Phil Hill n'était pas du tout dans cet esprit-là. Et c'est peut-être un petit peu finalement, au fil du temps, ce qu'Enzo Ferrari a pu peut-être lui reprocher finalement. On va enchaîner avec le troisième homme, si tu veux bien. Carroll Shelby, originaire du Texas. Et là, c'est vrai que je le dis pas par hasard, parce que c'est un état, on va le voir, qui revient assez souvent dans notre liste. C'est étonnant. Alors, Carroll Shelby, puisqu'il s'agit de lui, je ne sais pas si Phil Hill un jour aura les honneurs d'un film hollywoodien, mais en tout cas, Carroll Shelby lui a eu cet honneur. On se souvient tous évidemment, Le Mans 66, il est interprété par Matt Damon. Alors, juste un petit détail concernant Phil Hill, c'est qu'il a quand même eu une postérité cinématographique, puisque notre regretté confrère photographe Bernard Caillé l'avait fait engager comme conseiller technique pour le film Grand Prix réalisé par John Frankenheimer en 1966, pendant la saison de Formule 1 1966. D'ailleurs, Phil Hill joue un petit rôle dans le film, un pilote américain qui s'appelle Tim Randolph, et il était notamment en charge du pilotage d'une voiture caméra qui était une Ford GT40 sur laquelle on tractait les monoplaces de certains pilotes qui n'étaient pas des pilotes professionnels, par exemple dans le casting du film, quelqu'un comme Yves Montand par exemple, qui n'était pas du tout pilote, et donc pour certaines scènes où on le voyait en gros plan à haute vitesse, en fait il était tracté par une Ford GT40 caméra qui était pilotée par Phil Hill. D'accord, donc effectivement un petit lien, on va dire quand même avec le cinéma, voilà. Du niveau de l'interprétation d'un personnage qui serait le sien. Bon, Carroll Shelby lui a eu cet honneur. Alors Carroll Shelby, on s'en souvient comme le vainqueur de la seule victoire d'Aston Martin au Mans. Hein. Absolument. En plus, Carroll Shelby, 2 participations en tant que pilote, toutes les 2 sur Aston Martin, et l'unique victoire d'Aston Martin au Général au Mans en 1959, associée au Britannique Carroll Shelby. Et là, on ne peut qu'inviter les amis qui nous écoutent et qui nous regardent à revoir Le Mans 66, puisque la scène d'ouverture de Le Mans 66, ce sont des images embarquées nocturnes de la victoire de Carroll Shelby au 24 heures en 1959. Voilà, avec Roy Salvadori. Je me permets de te corriger légèrement parce que ta langue a fourché. Donc ouais, c'est Roy Salvadori. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, seulement 2 participations, dont une victoire. Oui, le ratio, il est pas mal. Mais alors après, c'est vrai qu'il emprunte 2 voies différentes, constructeur et patron d'équipe. Absolument. Alors, après sa retraite de pilote, il devient constructeur avec une association assez curieuse entre le châssis britannique AC et les gros moteurs V8 Ford américaines. Ça donne naissance à la C-Cobra, qui va devenir une des voitures de sport emblématiques des années 60, avec son arceau de sécurité, son gros V8, etc. Et avec en prime une victoire de catégorie et une 4e place au général au 24 heures du Mans en 1964 pour une version compétition avec carrosserie profilée et fermée avec la fameuse Cobra Daytona, pilotée par Dan Gurney et Bob Bondurant en 1964. Et ensuite, donc, Carroll Shelby va prendre en charge sous sa propre structure Shelby American Incorporated l'engagement, ou tout du moins une partie de l'engagement des Ford officiels aux 24 heures du Mans. D'accord, donc effectivement, les 2 premières victoires mythiques de Ford au Mans, c'est sous la bannière un petit peu Shelby. Hein. Absolument. Le triplé de 1966, d'une part, avec la victoire du duo néo-zélandais Chris Amon, Bruce McLaren, et l'année suivante, peut-être aussi une petite fierté nationale pour Carroll Shelby, l'équipage 100% américain de 1967 avec Dan Gurney et Jay Foyt. Mais il y a eu un autre
pilote américain vainqueur aux 24 heures du Mans entre Carroll Shelby, Ouais. Phil Hill et Dan Gurney et Jay Foyt, effectivement. Alors on enchaîne et ce pilote, alors je vais juste préciser que Carroll Shelby nous a quittés en 2012 à Dallas à l'âge de 89 ans, tout comme là, le pilote dont on va parler nous a quitté lui par une crise cardiaque en Italie en 1985. On s'attendait pas à une mort pareille. Et moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a pas un look de pilote, c'est Masten Gregory. C'est vrai quand on le revoit, ses lunettes là, c'est étonnant. Hein. Ah oui, grosse lunette et pourtant grosse carrière en voiture de sport puisqu'il compte quand même 16 participations aux 24 heures du Mans, dont 8 sur Ferrari et il fait partie justement du duo de pilotes qui a offert sa dernière victoire au général à Ferrari en 1965. Donc la Ferrari 250 LM numéro 21 du North American Racing Team partagée avec l'Autrichien Jochen Rindt. La boucle est bouclée avec Luigi Chinetti là, hein, c'est Absolument. ça. Ouais. Et donc une victoire qu'on n'imaginait même pas, puisque voiture victime de gros soucis techniques en début de course, à tel point que Jochen Rindt estime la cause perdue et qu'il est sur le point de quitter le circuit des 24 heures sans prévenir personne. À un moment donné, Masten Gregory se demande où il est passé, il le cherche et finalement, il finit par le trouver. Il s'est changé, c'est-à-dire qu'il est en civil, Ouais. il est sur le point de monter dans un taxi pour quitter le circuit. Ah oui, incroyable. Et là, Masten Gregory lui dit, écoute, c'est pas complètement perdu, on va repartir, etc. Et Jochen Rindt lui répond, il dit, bon, ok, on repart, mais on repart et on y va à fond quoi qu'il arrive. Donc ils reviennent du diable Vauvert, comme on disait à l'époque, et finalement ils prennent la tête de la course le dimanche en fin de matinée, début d'après-midi, lorsqu'une autre 250 LM qui est en tête, engagée par l'écurie Francorchamps de Jacques Swatters, donc l'autre premier grand importateur de Ferrari en Europe, déchappe un pneu. Donc explose un pneu, s'arrête au stand et donc Masten Gregory et Jochen Rindt prennent la tête à ce moment-là avec une autre histoire assez curieuse. Jochen Rindt a dit un jour que Luigi Chinetti avait bien fait de mettre Masten Gregory dans la voiture pour franchir la ligne d'arrivée parce que Jochen Rindt avait plutôt tendance à piloter en force. Ouais. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, la voiture n'aurait pas fait un tour de plus puisque le différentiel a lâché juste après le drapeau à damier. Ah oui, ça fait partie de ces arrivées où la voiture arrive à l'agonie, quoi, hein, c'est ça. Voilà, il y a quelques arrivées dans l'histoire des 24 heures du Mans qui sont un petit peu étranges dans le sens où on se dit ouf, on n'aurait pas fait un tour de plus. Voilà. Et alors là, je vais montrer une photo. Là, tu vois qu'on essaie de mettre quelques illustrations de temps en temps. Et donc, sur cette photo, on voit Masten Gregory sur le podium qui fait un geste avec ses doigts en forme de V, un petit peu inversé. Dis donc, ça me dit quelque chose, ce geste. Alors, c'est un geste que Steve McQueen a repris dans son film Le Mans en 1970. En fait, Steve McQueen ne gagne pas la course. Et en fait, il fait ce geste à l'égard de ses compagnons d'écurie Porsche 917 Golf qui, eux, viennent de gagner la course. D'accord, c'est ça. Bon, voilà, rendons à César ce qui appartient à César. Après Masten Gregory, donc tu l'as déjà un petit peu dit, mais c'est vrai qu'il faut parler de ces deux grands noms, c'est Dan Gurney et Jay Foyt qui sont donc associés par cette fameuse victoire de 2017. Alors allons-y l'un après l'autre. Dan Gurney, nouveau pilote américain qui gagne au Mans. Moi, j'ai envie de lui tisser un petit lien commun avec Carroll Shelby, parce que là aussi, on est dans une personnalité multiforme dans l'histoire du sport automobile. Il a été lui aussi pilote et constructeur. Alors signaler aussi pour faire une nouvelle fois un lien avec Luigi Chinetti, c'est grâce à Luigi Chinetti que Dan Gurney a disputé ses premières 24 heures du Mans sur Ferrari. Et il y a aussi effectivement un côté défi patriotique dans le personnage, on va dire, puisqu'en fait quand Dan Gurney devient patron d'écurie, il baptise sa structure All American Racers. Mm-hmm. Il choisit comme nom de marque le nom de Eagle en référence à l'aigle chauve, symbole des États-Unis. Mmh. Et on peut dire que le patriotisme de Dan Gurney a très largement été récompensé en 1967, en rappelant aussi que son patriotisme l'a même poussé à faire la guerre de Corée. Ah oui. Fils de chanteur d'opéra et ancien combattant de la guerre de Corée.
Donc déjà un profil assez inhabituel, sans parler de sa stature du haut de son mètre 93. 1m93, ah oui, alors ça, Ouais. disons, je me souvenais pas. D'accord. Ah Oui, 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 incroyable. c'était un grand gaillard bien bâti et Mhm. qui donc en 1967, à une semaine d'intervalle, donc il gagne les 24 heures du Mans associé à Jay Foyt. Donc il gagne dans une équipe américaine au volant d'une voiture américaine. Qui Et là, porte le numéro 1, c'est même la photo qui illustre notre épisode de la semaine, mon cher Jean-Philippe, voilà, que j'ai voilà. choisi, voilà. Et la Mais c'est semaine pas tout, il s'arrête suivante, pas là. et ouais, ça ne s'arrête pas là. La semaine suivante au Grand Prix de Belgique de Formule 1, il devient et reste encore aujourd'hui le seul pilote américain vainqueur en Grand Prix au volant de sa propre voiture. Il gagne un Grand Prix de Formule 1 une semaine après avoir gagné les 24 heures du Mans. Voilà. Et à Spa, Incroyable. sur l'ancien circuit de 14 km, ce qui Oui, n'est pas oui. rien, rappelons-le. Non mais t'as vu, non mais t'imagines cette semaine de folie quoi que ça a dû être. Attends, c'est fou quoi. En fait, on peut dire que quand on va parler des Jay Foyt dans quelques instants, on peut dire que ça a été une folle quinzaine à la fois pour l'un et pour l'autre. Oui, oui, Puisqu'il oui, y je a, vois ce que tu veux dire. Attends, d'accord. voilà, on va pas en C'est dire vrai. plus pour l'instant, C'est vrai. mais ce qu'on peut dire aussi de Dan Gurney, c'est que 1967, c'était sa dernière participation aux 24 heures du Mans, donc il a conclu son parcours en tant que pilote aux 24 heures du Mans par une victoire, et qu'ensuite donc il est devenu constructeur en enrichissant également son palmarès en tant que partenaire de Toyota dans la série d'endurance IMSA aux États-Unis avec deux titres à la clé Mhm. dans les années 90, qu'il a également signé en Formule 1 l'unique victoire de Porsche Eh en oui. tant que constructeur complet, châssis et moteur. C'était au Grand Prix de France sur le circuit des Essarts en 1962, et qu'il a également été à sa manière un pionnier de la sécurité, puisqu'il a été le premier pilote de monoplace à porter un casque intégral. Ouais, effectivement. Dis donc, quel personnage incroyable, hein. Là, faut vraiment Absolument. le reconnaître. Dan Gurney, c'est vraiment la légende à l'état pur. Alors, il était né dans l'État de New York et on sait qu'il nous a quittés très récemment, en 2018, hein, en Absolument. Californie. Moi, je m'en souviens, hein, à Motors, évidemment, ça nous avait évidemment marqué et nous avions monté un petit film spécial. À ce moment-là, je préparais des films archives pour tout te dire concernant la CO. Évidemment, on avait ressorti le clip, on va dire, de 1967, bien sûr, hein. Et à signaler aussi qu'il a également été impliqué via sa structure All American Racers dans la création du prototype Delta Wing, qui avait été Oui. le premier allocataire du 56e stand dédié à un prototype innovant. C'était dans le cadre des 24 heures du Mans 2012. D'accord. Alors, son coéquipier, bon, bah, on l'a compris, on en a déjà parlé, c'est A.J. Foyt. Alors, A.J. Foyt, évidemment, on sait tous que c'est un type légendaire avec son palmarès incroyable, puisque donc la fameuse quinzaine dont tu parlais, c'est que lui, bon, Phil Oui, Hill, le seul à avoir gagné la même année Le Mans et un championnat du monde de Formule 1, mais le seul à avoir gagné Le Mans et Indianapolis la même année, pareil, à 15 jours d'écart, c'est donc A.J. Foyt. Fabuleux. absolument. À 11 jours d'intervalle, pour être Oui, précis. voilà, c'est ça. Voilà, puisqu'en plus, à cette époque, les 500 miles d'Indianapolis avaient lieu le lundi, c'est-à-dire le jour férié, le dernier lundi du mois de mai, qui est dédié aux anciens combattants aux États-Unis, et que pour des questions de météo, la course avait commencé le mardi et s'était achevée le mercredi. Ah, Et donc, dans la foulée de cette victoire, A.J. Foyt est parti au Mans. Il aurait dû venir en 1966, mais ça s'était pas fait suite à un accident qu'il avait eu juste avant les 24 heures. Et donc, A.J. Foyt, le Mans encore plus insolite, une participation, une victoire. voilà. Difficile de faire mieux. Oui. Un des rares monsieur 100% des 24 heures. Et A.J. Foyt est d'ailleurs revenu au Mans en 2017 pour le 50e anniversaire de sa victoire. Et on avait été d'ailleurs une petite poignée de journalistes à le rencontrer le vendredi, la veille de la course, en début d'après-midi à l'Hospitality Ford. Et il nous avait expliqué effectivement que comme il avait gagné en 1967, il n'avait pas jugé utile de revenir, mais qu'il était quand même très content de revenir un demi-siècle après. Et j'avais eu l'occasion de l'interviewer quelques années plus tôt à l'occasion du centenaire des 500 miles d'Indianapolis en 2011, et il m'avait dit qu'en fait en 1967, sa grande trouille, c'était les arbres
blanchis à la chaux en bord de piste et sur lesquels, en plus, les phares se reflétaient sur la chaux en question. Et il avait dit cette petite phrase, quand je voyais ça en bord de piste, je me disais toujours, si je sors là, je suis vraiment pas bien. Ah oui, effectivement. A.J. Foyt, pilote texan, né à Houston, voilà, encore le Texas à l'honneur, toujours. Surnommé Super Tex aux États-Unis d'ailleurs. Pardon ? Surnommé Super Tex aux États-Unis, en référence à ses origines texanes, justement. Eh ben voilà. Actuel, toujours patron de l'équipe A.J. Foyt Racing en IndyCar, avec Sébastien Bourdet comme pilote, on le sait tous. Bon, voilà, un type évidemment dont la vie est un roman, on va dire ça, qui a aussi gagné les 24 heures de Daytona, qui a aussi gagné les 12 heures de Sebring, la triplette endurance, et en plus il l'a vraiment faite complètement, quoi. Oui, et en plus on peut même citer une autre singularité dans son palmarès, du côté de la NASCAR, puisque tu viens de parler du circuit de Daytona, seul pilote vainqueur à la fois des 24 heures du Mans et des 500 miles de Daytona, ce que les pilotes du championnat appellent le Super Bowl de la NASCAR, que A.J. Foyt a remporté en 72. Maintenant, un peu plus, oui, c'est ça. Ouais, d'accord, voilà. Ok. Oui, que Mario Andretti a aussi gagné, mais évidemment, on sait que lui n'a pas gagné le Mans, hélas. Voilà pourquoi je le dis tout de suite, mais n'attendez pas que Mario Andretti figure dans ce classement, parce qu'aussi incroyable que ça puisse paraître, non, Mario Andretti ne fait pas partie de ces 12 Américains vainqueurs aux 24 heures du Mans. Et ça, c'est vrai qu'on est obligé de dire que ça ressemble à une injustice. Oui, et pourtant, Dieu sait s'il a essayé, puisque même en 2000, l'année de ses 60 ans, il était encore là pour tenter le coup dans un prototype Panose. Oui, c'est ça, exactement. Alors on enchaîne, on va passer maintenant à la deuxième partie de notre classement, mais qui est un classement historique. Alors c'est vrai que là, tous ces pilotes qu'on vient d'évoquer, ils ont un peu le statut de légende, ça c'est clair. Maintenant on va aborder des pilotes qui sont un peu plus récents, qui sont parfois toujours en vie, et dont on se souvient peut-être un petit peu moins, c'est paradoxal par rapport à leur modernité, mais comme tu nous apportes plein d'infos, Jean-Philippe, je sais qu'il va y en avoir plein, et je te propose d'aller une dizaine d'années en avant, parce qu'il a fallu attendre les années 70 pour enfin avoir un nouveau pilote américain. C'est Hurley Haywood, et qui lui a pas fait semblant parce qu'il a gagné 3 fois. Oui, alors 3 fois au fil de 3 décennies différentes, ce qui dénote aussi d'une certaine longévité. Oui. Donc 14 participations de 1977 à 1994, avec 2 autres singularités. Il gagne dès sa première participation en 77, mais ça tu l'as raconté il n'y a pas très très longtemps dans un afterlap. Qu'on invite les amis qui nous regardent et qui nous écoutent à consulter très rapidement. Merci Jean-Philippe. J'avais intitulé l'épisode le facteur X, parce qu'il faut bien avouer que c'est le fameux épisode où la Porsche de Pescarolo X abandonne très précocement et Jackie X est reversé sur l'autre Porsche, mais qui elle-même est au fond du trou. C'est ça qui est incroyable avec Jürgen Barth et donc Hurley Haywood. Et bon, tout le monde sait que c'est Jackie X qui a porté à bout de bras cet équipage et qui a fait une nuit d'anthologie. D'accord, mais ça n'enlève rien qu'il fallait être aussi présent pour les 2 autres. D'ailleurs, quand on parle à la fois de cette course à Hurley Haywood et à Jackie X, j'ai eu l'occasion de le faire. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer Jürgen Barth à ce sujet, mais ils sont tous les deux d'accord pour dire que cette édition 77, ils auraient jamais dû la gagner en fait. Oui. C'est vrai que c'est légendaire là aussi, c'est une édition légendaire. Mais n'oublions pas Hurley Haywood. Donc il gagne en 77. Il revient en 83. Il gagne en 83, il gagne en 94 pour sa dernière participation, c'est-à-dire qu'il a gagné pour sa première et pour sa dernière, dans des circonstances qui sont en plus un peu insolites. Bon, on vient de parler de ces 24 heures 77 qu'il n'aurait jamais dû gagner. Donc en 1983, il y a un gros problème sur leur Porsche un peu avant l'arrivée. Il y a une portière qui s'envole dans les inaudières. On fixe une portière neuve, sauf que la portière est mal fixée et dévie le flux d'air du moteur, ce qui provoque on commence à voir une drôle de fumée qui commence à sortir par l'échappement latéral gauche de la Porsche 956 victorieuse, qui est pilotée à ce moment-là par un autre Américain qui s'appelle Al Olbert. Donc les 2 coéquipiers, Hurley Haywood et Vern Schuppan, ils voient leur voiture faire leur dernier tour à 30 à l'heure et ils se disent ça va pas aller au bout. Et finalement, c'est un petit peu la même histoire que pour Maston Gregory en 1965. La Porsche 956 victorieuse en 83 n'aurait pas fait un tour de plus, d'autant plus que Jackie X et Derek Bell étaient revenus à moins d'un tour à ce moment-là. Ouais, ça fait partie de ces arrivées épiques où on retenait son souffle. Et en 94, donc, il gagne. Et là, je le signale parce qu'il y a un Français dans l'équipage. Ah oui, notre ami Yannick Dalmas, que l'on salue au passage,
avec également l'Italien Mauro Baldi sur Dauer Porsche 962 LM, donc, avec aussi une autre singularité, c'est que en fait Hurley Wood n'aurait pas dû piloter cette voiture-là. À l'origine, il était prévu sur l'autre voiture engagée par l'écurie, mais finalement, il a été associé à Mauro Baldi et Yannick Dalmas pour la simple raison que leur gabarit qui était à peu près similaire, leur gabarit physique qui était à peu près similaire, facilitait les changements de pilote lors des arrêts au stand. Alors lui aussi a remporté la triplette magique Daytona et Sebring. Et Daytona d'ailleurs, c'est lui qui est toujours le recordman de victoire. Effectivement, il est toujours aujourd'hui co-détenteur du record de victoire aux 24 heures de Daytona qu'il a gagné 5 fois. Et c'est un record qu'il partage avec son compatriote Scott Pruett. Voilà. Hurley Wood, né à Chicago, 73 ans. Est-ce que tu connais aussi sa particularité, si j'ose dire, civile et citoyenne? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, c'est moi qui vais t'apprendre quelque chose. Hurley Wood, il y a quelques années, a fait son coming out. Tu avais entendu parler de ça? Alors, effectivement, j'avais entendu parler de cette rumeur, mais il est vrai que ça commence un petit peu à changer, mais l'homosexualité chez les coureurs automobiles, c'est encore un sujet un peu tabou aujourd'hui. On est parfaitement d'accord, et si je le signale, c'est bien dans un but de ne faire que écho au monde moderne dans lequel on vit, où ce genre de nouvelles ne devrait pas poser de problème, et ça ne nous en pose pas, mon cher Jean-Philippe. Le fait est que c'est suffisamment rare pour être signalé. Effectivement, j'ai retrouvé les articles qui en parlent. Hurley Wood a révélé officiellement son homosexualité. Alors, d'après moi, j'arrive pas à comprendre si c'est en 2011 ou en 2018 qu'il l'a dit publiquement, mais il l'a dit à plusieurs reprises, et notamment aux États-Unis. Il y a un documentaire qui est sorti, c'est donc officiel, il n'y a pas de problème. Et effectivement, pour lui, c'était la façon de briser une sorte de tabou, de révéler l'homosexualité dans un milieu soi-disant très macho, quoi. Oui. Voilà. Bon, écoute, c'était assez Là, on se rend compte qu'il y a des choses, Dieu merci d'ailleurs, qui progressent à pas de géant du côté des femmes dans le sport automobile depuis l'arrivée de Jean Todt à la présidence de la FIA. Mais c'est vrai qu'il faut quand même dire que du côté de l'homosexualité dans le sport automobile, qu'il s'agisse du côté masculin ou féminin, il y a encore pas mal de progrès à faire de ce côté-là. C'est ça. Donc, hommage quelque part à Hurley Wood qui fait partie de notre liste prestigieuse aujourd'hui des vainqueurs américains en 24 heures du Mans. On va passer à l'année 79. Alors, on s'en souvient tous de cette année 79. On s'en souvient pour un seul personnage qui n'a pas gagné. Donc, il ne fait pas partie de cette liste, mais on va le citer. C'est évidemment Paul Newman, qui est la star, la guest star incroyable et imbattable au niveau médiatique de ces 24 heures du Mans. Il fait 2, Paul Newman, ce qui est fabuleux en soi. Il gagne sa catégorie en plus. Pardon ? Il gagne sa catégorie, puisque voilà. Sa Porsche 935 était engagée en catégorie IMSA, et il gagne en plus sa catégorie. Voilà, donc rien à lui reprocher, bien au contraire, fabuleux. Mais il est battu par une Porsche où il y a 2 pilotes américains sur les 3 engagés, et ça on l'a peut-être un peu tendance à oublier, les frères Whittington, qui sont des personnages un petit peu hors du commun là aussi. Oui, alors personnalité insolite effectivement, parce que c'est vrai que quand on les a vus arriver en tête des 24 heures du Mans, bon, il faut rappeler un petit peu les 24 heures 1979, il faut rappeler un peu le contexte. Il pleut, la météo est exécrable. Il y a une déroute absolue dans les prototypes Porsche d'usine engagés, notamment Jackie Hicks, Brian Redman, Bob Volek sur Porsche 936. Tout le monde abandonne. Et on se retrouve avec des Porsche 935 qui bataillent pour la victoire. Et celle qui va gagner, donc celle de Don et Bill Whittington, associés à un futur triple vainqueur des 24 heures du Mans à la personne de l'Allemand Klaus Ludwig. Donc là, ce sont des experts de Porsche qui sont derrière cette participation. Rappelons-les quand même, les préparateurs Manfred et Erwin Kremer. À qui Don et Bill Whittington ont versé un beau paquet de dollars pour pouvoir disputer la course. On peut dire d'une certaine manière que Don et Bill Whittington sont des gentlemen drivers un petit peu sulfureux, parce qu'on ne sait pas trop d'où viennent les sacs de voyage remplis de dollars qui servent à payer leur participation au 24h79. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a du blanchiment d'argent, ne nous voilons pas la face. Absolument, c'est bien de ça qu'il est question finalement.
mais en fait, donc ils vont participer aux 24 heures du Mans exclusivement sur Porsche. Donc 4 participations de 1978 à 1982, sachant que Don et Bill n'ont pas disputé forcément les 24 heures du Mans en même temps, mais ils ont gagné ensemble pour leur deuxième participation en 1979 associée à Klaus Ludwig. Voilà, alors ils sont originaires du Texas, eux aussi. Don, oui, à 75 ans au moment où on parle, il est toujours en vie. En revanche, Bill, et là c'est très récent, est décédé le 23 avril dernier, 23 avril 2021. Dans un accident d'avion, oui. Voilà. Alors, signalons aussi qu'il y a eu un troisième frère, Whittington, qui a disputé les 24 heures du Mans, il s'appelait Dale, et qu'il y a eu aussi quelques participations en monoplace du côté des frères Whittington, notamment du côté des 500 miles d'Indianapolis aussi. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, ils font partie de plein droit de cette liste des vainqueurs américains au Mans, c'est incontestable. Et autant donc Bill Whittington nous a quittés très récemment dans un crash d'avion, et bien Al Olbert, même destin. Lui, il s'est crashé dans son avion le 30 septembre 1988, donc là, c'était pas hier, mais à 41 ans seulement, donc évidemment un choc pour ce pilote qui était né en Pennsylvanie et qui sur 7 participations seulement, parce que de nos jours, quand tu fais que 7 fois le Mans, ça semble peu, a gagné 3 fois à l'Olbert. Voilà. Avec aussi une petite singularité pour la première participation d'Al Olbert aux 24 heures du Mans, c'était presque 100% français, puisqu'il était chez notre très regretté constructeur Manceau Jean Rondeau, avec les prototypes Inaltera à l'époque. Il avait pour coéquipier Jean-Pierre Beltoise. Et par contre, toutes les autres participations d'Al Olbert aux 24 heures du Mans, c'était sur Porsche. Donc oui. Avec 3 victoires, donc on a largement raconté l'arrivée chaotique qu'il a connue en 1983 avec cette Porsche 956 dont le moteur se déglinguait au fil des tours. Et en 1986-1987, il gagne avec un équipage qui reste identique. Donc ça fait partie de ces équipages peut-être moins mythiques que Phil Hill, Olivier Jean-Debien ou encore Jacques Hicks, Derek Bell ou les amis Biela, Christensen, Pirot dans un avenir un petit peu plus récent. Lotterer, Feisler et Tréluyer, moi je vais rajouter. Voilà, aussi. Ouais. Pour eux. Voire maintenant, on pourrait peut-être commencer à rajouter Alonso, enfin Buemi, Nakajima. Bien sûr. Même s'ils ont changé 2 fois de coéquipier, voilà. Oui, effectivement. Oui. Mais par contre, effectivement, on ne peut que saluer le magnifique trio de 86-87, puisqu'Al Olbert était associé à Derek Bell, qui raflait pour la circonstance ses 4e et 5e victoires au Mans. Et c'est avec donc Derek Bell et Al Olbert que Hans-Joachim Stuck a signé ses 2 victoires aux 24 heures du Mans. Ah oui, effectivement, sacré trio, ça c'est sûr. Lui aussi a gagné Daytona, tiens, lui aussi a gagné Sebring, tiens, hein, c'est vrai que... Avec aussi certaines responsabilités et un gros palmarès aux États-Unis, puisqu'il était le patron de la compétition de Porsche aux États-Unis, avec notamment un très gros palmarès dans le championnat d'endurance américain IMSA dont on parlait tout à l'heure. Alors, il ne reste plus que 2 noms dans notre liste, et là, je suis sûr que nos auditeurs ne les citeraient pas forcément spontanément, parce que ce ne sont pas les 2 plus connus, il faut être honnête, mais ils ont gagné le droit de faire partie de ce listing, c'est incontestable. Alors, on va commencer par Price Cobb. Là, je crois qu'il est un petit peu oublié, Price Cobb, c'est malheureux, pourtant il a gagné Le Mans sur Jaguar, ça c'est pas rien. Il a quand même participé et contribué au retour victorieux de Jaguar au 24 heures du Mans. Alors, pour ce que j'en ai découvert, Price Cobb est aujourd'hui chef d'entreprise aux États-Unis. Alors au Texas, à Austin, hein, encore une fois le Texas à l'honneur. Encore une fois le Texas, oui. Toujours le Texas, toujours aussi singulier au fil de cette Le Mans Stories. Et donc, Price Cobb, c'est quand même 7 participations aux 24 heures du Mans. Aussi une belle carrière en endurance américaine, puisqu'il a lui aussi gagné les 24 heures de Daytona en tant que pilote d'usine Jaguar, précisément. Et c'est également en tant que pilote d'usine Jaguar qu'il gagne en 1990, associé à John Nielsen et Martin Brundle. Oui, donc, pas mal, effectivement. Donc Price Cobb, qui s'est un peu, lui, alors c'est ce que tu nous dis, retiré du monde du sport automobile, j'ai l'impression, voilà. Un peu quand même. Oui, là, il est parti dans une autre vie, en fait. Voilà.
Non sans avoir été, on parlait de la série d'endurance américaine IMSA, dont il a été 2 fois vice-champion en 86 et 87, et que sa dernière participation au Mans remonte à 1997, et son dernier top 10 aux 24 heures du Mans, il l'a fait en 1996 sur Dodge Viper. D'accord. Alors on parlait tout à l'heure de Heywood et de ses 3 victoires sur 3 décennies, donc on avait compris que la dernière c'était en 94, alors que là Cobb gagne en 90, donc on en est toujours dans notre liste à la dernière victoire 94. Non, il va dire quand même y en avoir une après, mais à ce jour reste la toute dernière victoire d'un pilote américain au Mans, c'est 1996, donc on est bien d'accord Jean-Philippe, depuis 1996, aucun pilote américain n'est monté sur la plus haute marche du podium aux 24 heures du Mans. Ça commence à faire beaucoup, dis donc. Ça fait beaucoup, oui, effectivement. C'est plus ou moins ce qui a un petit peu inspiré cette Le Mans Story aujourd'hui. La deuxième source d'inspiration étant l'arrivée en tant que constructeur américain indépendant de Jim Glickenhaus en championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans dans quelques semaines. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on a commencé un petit peu à réfléchir à ce 3e épisode, eh bien, j'ai fini par m'apercevoir que ça faisait effectivement pile un quart de siècle qu'un pilote américain n'avait pas gagné, tout du moins au général, aux 24 heures du Mans. Voilà, donc il s'agit de Davy Jones. Alors c'est un patronyme qui a été rendu célèbre depuis, je me suis aperçu par le personnage dans Pirates des Caraïbes, hein, c'est un peu l'ennemi de comment il s'appelle, Johnny Depp, voilà. Bon, Jack Sparrow. Ce qui fait que si on tape sur Google Davy Jones, on tombe pas du tout sur les images d'un pilote américain de sport automobile, on tombe bien sur Pirates des Caraïbes. Vous avez un pirate à tête de pieuvre qui apparaît à l'image en fait. Bon, en tout cas, donc rendons-lui hommage, Davy Jones, qui est né à Chicago, qui est toujours en vie, il vit au Texas, bah tiens, quelle surprise, et qui a 57 ans, a donc gagné en 96. Et il y a un de ses 2 coéquipiers qui est célèbre, hein, disons-le franchement. Ah bah oui, un des rookies célèbres des années 1990 avec ses bottines de 2 couleurs différentes et sa haute stature aussi, puisqu'il n'était pas aussi grand que Dan Gurney, mais bon, Alex Wurz, puisque c'est lui qu'il s'agit, c'est pas loin d'un petit mètre 85 quand même. Et signalons aussi leur coéquipier allemand, Manuel Reuter, qui signait quant à lui sa 2e victoire aux 24 heures du Mans après celle de 1989 avec notamment Stanley Dickens et Jochen Mass sur Mercedes. Alors c'est une victoire qui est considérée comme une victoire Porsche, même si pour moi, je le dis sincèrement, c'est plus une victoire Tom Walkinshaw. Enfin, c'est une TWR Porsche, c'est un montage, c'est ce que je peux appeler un montage mécanique qui fait que Porsche est derrière, mais en fait à la base c'est pas du tout Porsche. C'est plus qu'un montage, hein. C'est une espèce d'hybridation, parce qu'en fait le prototype TWR Porsche WSC qui gagne au Mans en 96, à l'origine, en 1991, c'est une Jaguar XJR14, donc avec un toit sur sa tête, qui n'avait pourtant pas disputé les 24 heures cette année-là. C'est ensuite devenu en 1992 une Mazda, donc toujours sous l'égide de Tom Walkinshaw, qui était passé de représentant officiel de Jaguar en 91 à celui de Mazda en 92. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe la tête de la Mazda, puisqu'on lui enlève le toit. On lui met un moteur de Porsche 956-962 et ça donne ce prototype TWR qui a gagné non seulement en 96 mais aussi en 1997, donc sous les couleurs de Reinhold Joest, de Joest Racing, et qui ne deviendra prototype d'usine aux 24 heures du Mans qu'en 1998, après que cette TWR Porsche ait quand même battu 2 années de suite les Porsche 911 GT1 d'usine en 96 et 97. Voilà, c'est ça. Vous avez suivi ? Nous non plus. Ah non, mais c'est vrai que cette époque où effectivement il y avait comme ça du montage, reprenons l'expression, c'est vrai que c'était pas si simple à comprendre. Mais alors dis donc, en 97, Davy Jones aurait dû revenir pour défendre sa couronne et il n'a pas pu le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a connu un très très gros accident en monoplace IndyCar. Je crois que c'était sur le circuit ovale d'Orlando. Avec un très très gros accident. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Alex Wurz il y a quelques années. Il m'avait dit qu'effectivement il avait eu énormément de mal à s'en remettre, qu'il avait, paraît-il, même perdu partiellement la mémoire. Ensuite, parce que c'est vrai que quand on encaisse des jets sur un circuit ovale, quand on tape le mur,
en général, c'est vrai qu'on n'en ressort pas intact physiquement, mais aussi peut-être un petit peu mentalement, puisqu'aujourd'hui, la sécurité passive des voitures est tellement efficace, Dieu merci, qu'il arrive parfois que l'onde de choc de l'accident remonte jusqu'au cerveau. Et apparemment, c'est ce qui est arrivé à David Jones. Qui est remplacé en 97 par un certain Tom Christensen. Tiens. Un certain Tom K, oui. Ouais. Qui démarre là sa série. Voilà, qui, comme Alex Wurz l'année précédente, gagne les 24 heures pour sa première participation. Et j'ai envie de rappeler quelque chose aussi à propos de David Jones. C'est le championnat d'Angleterre de Formule 3 1983. Ayrton Senna, Martin Brundle. Voilà, donc on a cité Martin Brundle tout à l'heure, le duel Brundle-Senna, et qui termine 3e au classement général du championnat après le duel Senna-Brundle? David Jones, précisément. Ah ouais, incroyable. Ah donc il était en Europe, jeune pilote apprenti, et il s'est pas complètement mêlé à la bataille, mais enfin on peut lui rendre cet hommage à distance d'avoir été derrière le duo légendaire Senna-Brundle pour le titre F3 britannique. Ah oui, très intéressant. Ok, Sachant aussi que David Jones, comme Price Cobb, ils ont tous les deux en commun d'avoir été pilote d'usine Jaguar fin des années 80, début des années 90, avec également pour David Jones une victoire aux 24 heures de Daytona en 90 et un podium avec Jaguar en 91 avec Michel Ferté et Raoul Bezel. D'accord, super. Bon, bah écoute, voilà, ainsi se termine, puisque donc on l'a bien dit, c'est le dernier Américain à avoir gagné Le Mans au classement général, ainsi se termine cet épisode. Alors c'est vrai qu'on avait fait un épisode sur les années qui se terminaient par 1, puisqu'on est en 2021, mais il faut bien avouer, chers amis, que passer comme ça des pays avec leurs vainqueurs au Mans, je crois qu'on a commencé par les États-Unis, mais je pense qu'on pourrait se laisser tenter par d'autres pays assez vite. Ça pourrait faire un bon épisode. Je crois aussi, et quand il sera pilote d'usine Peugeot, on a envie de souhaiter bonne chance à Gustavo Menezes, qui pourrait très bien devenir le prochain Américain vainqueur au Mans. Tu as raison, c'est la question qu'on peut se poser. Quand est-ce que ça va pouvoir repartir cette liste prestigieuse? Gustavo Menezes, c'est vrai que là, spontanément, j'ai envie de le citer, t'as raison. Moi, je n'ai pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit pour l'instant, mais je pense qu'il y aura un joli quota de pilotes américains dans l'association Penske-Porsche qui a été annoncée il y a quelques semaines. Ouais, tout à fait. Et quand je vois l'IndyCar actuel, bon, je te dis pas que je vois tous les jeunes pilotes là qui se mettent en évidence, aller en endurance forcément facilement, mais enfin je peux pas croire que ça s'envisage pas aussi à un moment donné, surtout avec cet horizon 2023 où ils ont du centenaire qui motive déjà tout le monde. On ne parle déjà que de ça. Voilà, la planète sport automobile va révolutionner autour du Mans, quoi. En cette année-là, on a appris BMW maintenant qui rejoint une liste qui n'en finit plus de s'allonger. C'est même hallucinant comme on s'y attendait pas à ce point-là, quoi. Même si BMW n'a pas encore annoncé ses intentions concernant les 24 heures du Mans. Pour l'instant, ça ne concerne que l'IMSA aux États-Unis. Oui, c'est ça. Mais je nuance parce que quand j'apprends qu'on s'engage en LMDH, moi, j'en déduis qu'on va quand même au Mans. Mais t'as raison. Oui, voilà. Bien sûr. A priori, BMW semble vouloir donner la priorité au championnat américain IMSA pour 2023. Donc, on peut imaginer une arrivée de BMW au Mans à l'horizon 2024-2025. Ouais, voilà, peut-être, effectivement, t'as raison. Mais pour revenir aux pilotes américains, je pense que chez Penske, peut-être que quelqu'un comme Joseph Newgarden pourrait se laisser tenter. Tout à fait. Ah oui. Moi, je crois que c'est exactement le nom qui me venait aussi à l'esprit. Jean-Philippe, bien vu. D'autant plus que, comme David Jones, en son temps, Joseph Newgarden a couru en formule de promotion en Europe. Oui, exactement. Je m'en souviens très bien, tout à fait. Je me souviens l'avoir vu courir à Brands Hatch en 2009. Et on m'avait dit à l'époque, Joseph Newgarden avait 19 ans à l'époque, et quelques chasseurs de tête bien renseignés du sport automobile sur le circuit de Brands Hatch m'avaient dit à l'époque, surveille bien ce petit gars, on va en reparler. Ouais, écoute, et même si on l'a pas toujours défendu et qu'on a eu parfois la dent dure, mais un pilote comme Marco Andretti, écoute, il pourrait se reconvertir parfaitement en endurance, ça sera formidable. Il l'a pas encore dit officiellement, mais c'est son objectif. D'ailleurs, il va disputer à Watkins Glen sa première course IMSA dans le prototype LMP3 engagé par Andretti Autosport. Ouais. Donc, ce serait une belle histoire
qu'après le grand-père, bah oui, le petit-fils, après le père bien sûr, mais le petit-fils essaie de Margot et Michael. Ouais. Mais en plus, Marco Andretti est encore dans la bonne tranche d'âge pour pouvoir le faire, puisqu'il a aujourd'hui, Marco Andretti a 34 ans. Bah oui. Rappelons que Tom Christensen en avait 30 quand il a gagné ses premières 24 heures. Oui. C'était également le cas d'Hurley Haywood en 77. Donc, jeune trentenaire vainqueur aux 24 heures du Mans, c'est tout à fait peu. Moi, j'oserais presque parier, compte tenu des liens entretenus avec l'équipe de Michael Andretti, et pourquoi pas Marco Andretti en LMP2 chez United Autosport en 2022. Ouais, tout à fait. Bon. Je prends le pari. Écoutez, vous avez compris qu'on a un petit peu débordé de notre thématique d'origine pour déjà faire une sorte d'analyse globale de l'endurance made in USA, mais ça fait partie du jeu et je suis sûr que vous avez apprécié. On a sorti la boule de cristal pour essayer de voir l'avenir américain en endurance. En fait. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, encore un épisode bien copieux et je crois qu'on peut vraiment applaudir notre ami Jean-Philippe qui avait vraiment super bien bossé, qui nous a tout préparé dans cet épisode de main de maître et évidemment, je n'ai eu qu'à me servir et je t'en remercie beaucoup Jean-Philippe. Et merci à toi pour ce dialogue toujours passionné et passionnant. Voilà, bah écoute, c'est un plaisir partagé. Ainsi prend fin cet épisode 92 de l'Afterlap, le podcast du sport auto, disponible évidemment sur le site natif du podcast et puis sur YouTube en vidéo, et aujourd'hui c'est le cas, et sur toutes les plateformes usuelles de podcasting. Jean-Philippe, je te souhaite plein de bonnes choses. On va dire qu'on se retrouve au mois d'août, voilà, comme tout le monde. On espère se retrouver au mois d'août sur le circuit des 24 heures. Voilà, c'est ça. En attendant... Rendez-vous à l'automne pour un prochain épisode, sans doute. Voilà, c'est ça. Ça serait pas bête du tout. En tout cas, on va organiser ça. On vous tient au courant. Allez, salut Jean-Philippe, salut à tous et à très bientôt les amis. Salut LFP, salut à toutes et à tous.